Bonsoir et bienvenue à Cinescope. Vous le savez, il existe toute une lignée d'acteurs dont le visage, la voix, la silhouette sont tellement familiers qu'ils sont un peu des amis pour les spectateurs des salles obscures comme de la télévision. C'était le cas de Jules Berry, de Saturnin Fabre, c'était le cas également de Michel Simon et de bien d'autres. Et la race des monstres sacrés n'est pas terminée puisque nous avons la joie et le privilège de recevoir ce soir en studio Jean-Pierre Marielle, que je salue en le remerciant de sa présence à Liège. Moi aussi, je suis ravi d'être là, mais vous venez de me comparer à des acteurs qui m'ont fait rêver pendant toute ma jeunesse et qui m'ont beaucoup inspiré, beaucoup marqué. Mais votre talent n'est pas éloigné des leurs. Ne soyez pas modeste. En tout cas, il est étonnant de constater, comme on a pu le voir depuis votre arrivée à Liège, que dans la rue, au restaurant, partout, les gens vous reconnaissent, vous accueillent, viennent vous trouver, vous demander des autographes, etc. Il y a là une popularité absolument extraordinaire. Il y a des acteurs que ça agace. Est-ce que c'est votre cas? Non, non, pas du tout. Non, moi, je suis pas agacé par ça du tout. C'est normal. Je veux dire, c'est pas normal qu'on vous reconnaisse. Moi, c'est un privilège. C'est une chose très agréable. Ça prouve qu'on est rentré dans l'intimité du public. Et c'est vrai, moi je ressens la même chose, moi, avec des acteurs que j'aime et que je ne connais pas quand je les rencontre. J'ai le sentiment qu'ils font partie de ma famille et de mes familiers, comme vous disiez si justement. Et puis cette popularité est un peu comme une revanche, car très longtemps, à l'écran comme au théâtre, vous n'avez pas eu les premiers rôles. Non. Non, non, ça s'est passé comme ça a monté tout doucement. J'ai commencé d'une façon tout à fait normale, avec la filière complètement classique, commencé à jouer des petits rôles, des rôles plus importants, des seconds rôles. Après, j'ai joué des rôles de film, et au théâtre, ça s'est passé un peu de la même façon. Et puis, vous n'aviez peut-être pas encore le physique de vos personnages. C'est possible, oui. Oui, il y a des acteurs qui sont ce qu'on appelle dans la vieille... vous savez, on disait, il y a les jeunes premiers, les premiers rôles, les grands premiers rôles, les compositions, tout ça. Oui. Alors, il est évident que des acteurs qui ont un physique... qui correspond exactement au canon de beauté de l'époque. Hein, il est évident qu'ils travaillent tout de suite. Moi, j'avais un physique pas terminé, si vous voulez, quand j'avais 25-30 ans. La moustache n'y était pas encore, non, la moustache n'y était pas. Enfin, je ne pense pas que ce soit la moustache qui est complètement... quand même, elle fait partie maintenant des caricatures qu'on fait de vous, par exemple. Ça fait 18 ans que je vis avec. Et je peux difficilement m'en passer. Et puis est arrivé aussi le danger des rôles, je dirais, prêt-à-porter, c'est-à-dire du personnage monolithique. Alors, comment est-ce que vous avez échappé à cela? Ben, vous savez, c'est très difficile d'échapper à ça, parce que quand tout d'un coup, brusquement, un film où vous avez du succès, où vous jouez un certain style de personnage, après, on vous propose un peu toujours le même genre de personnage. Et moi, j'ai commencé à travailler souvent avec Philippe de Broca au début, où je jouais des personnages de bellâtre, un peu sots, un peu creux, si vous voulez. Et pendant très longtemps, dans différents films, un film d'Yves Robert, un film de Broca, j'ai joué un peu ce genre de séducteur calamiteux, catastrophique. C'était d'ailleurs très agréable, mais il est évident qu'en prenant de l'âge, en devenant plus mûr, je ne veux pas continuer à jouer ce genre de rôle. Alors c'est pour ça que j'essaye de... Et des films, comme on en parlera tout à l'heure, mais comme La Fête commence et Galette de Pont-Aven m'ont permis d'échapper un peu à ce stéréotype. Et puis est-ce que vous avez votre rôle tout près dans la tête quand vous arrivez sur le plateau? Ouais, on ne travaille jamais de la même façon. Ça dépend du rôle, ça dépend du metteur en scène, ça dépend des partenaires, parce que tout ça, ça forme un tout, c'est indissociable. Hein. Alors, il y a des metteurs en scène avec qui on travaille d'une certaine façon, qui ont un style particulier. Il y a des rôles qu'on aborde aussi d'une façon différente. Mais enfin, moi j'aime bien avoir la possibilité de bien m'imprégner des rôles, des personnages. J'aime bien travailler un peu avant. Mais autrement, souvent j'apprends très peu de temps avant. Et puis des fois, un texte différent vient. Et quand on a une sorte de communauté d'esprit avec le metteur en scène, des fois, il vous dit, bah, tiens, finalement, c'est mieux comme ça. Et souvent, ça s'est passé comme ça. Je vous proposerai un exemple avec la première séquence que nous allons voir, qui est Éric Dupond-Lajoie. C'est une silhouette de 3 minutes, mais qui est extraordinaire. Et je voudrais que vous me l'expliquiez comment vous l'avez préparé. C'est le personnage de Léon Zitrone. Oui, c'est ça, bah voilà. Hein, voilà. C'est Boisset qui m'a dit, j'ai un personnage dans le film, c'est Léon Zitrone. Alors, je lui ai dit, c'est très difficile d'imiter Léon Zitrone, c'est impossible. Il faut rentrer un petit peu plus profondément dans le personnage, parce que sinon, autant demander à Léon Zitrone de jouer le rôle. Hein, c'est évident.
Alors j'ai essayé de penser, tout en conservant un peu les lunettes, sans aucune imitation, mais à rentrer un peu dans ce personnage qui est devenu une sorte de personnage légendaire et assez représentatif d'un certain style encore qu'il ne soit pas du tout français, mais de présentateur typiquement français et d'homme typiquement français. D'ailleurs, dans ce film du Pont-la-Joie, c'était un peu la représentation caricaturale d'un certain milieu, si vous voulez. Comment on français moyen. Le français moyen, oui. Et Tartafione, voilà. De poujadiste typique. Eh bien, au cours de cet entretien, nous allons évidemment rencontrer bien d'autres personnages, mais on va d'abord commencer par le commencement, c'est-à-dire Paris 1932. C'est-à-dire votre naissance. Ah oui. Et puis, très curieusement, vous ne restez pas à Paris, on vous retrouve à Dijon pendant une dizaine d'années, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait mes études à Dijon. Mon père avait des affaires là-bas. C'était dans les années 46-47, après la Libération. Et j'ai fait mes études jusqu'en philo à Dijon. Voilà. Et c'est là où j'ai commencé à avoir envie de faire du théâtre grâce à un professeur de lettres. Vous savez, ça se passe souvent comme ça maintenant, dans les lycées. Et ça me plaisait, tout ça. Il m'a demandé de monter un spectacle. Quand j'étais en seconde, j'ai monté un spectacle, c'est toujours les mêmes. Je choisis toujours des pièces courtes, c'est toujours une pièce de Tchekhov, L'ours ou la demande en mariage. Ou la biche. Oui, ou la biche, ou des petites pièces comme ça. Et j'ai joué L'ours, la demande en mariage. Et une pièce assez médiocre de Paul Géraldi qui s'appelait Les Grands Garçons, mais ça avait été imposé par l'Académie. Bien. C'est l'Académie de Dijon qui avait dit qu'il faut jouer Les Grands Garçons. C'est une pièce. Puis vous étiez un grand garçon. Voilà. Et voilà. Puis c'est venu après. Je suis monté à Paris, comme on dit. Et puis voilà, j'ai fait le Centre d'art dramatique de la rue Blanche, le Conservatoire. Puis j'ai commencé à jouer dans les petits théâtres. N'allons pas trop vite. Non. Le Conservatoire, 1,86 m, une voix grave, on vous voit dans la tragédie. Oui, c'est ça. Oui. Alors j'ai commencé à travailler des rôles tragiques, mais ça s'est vite bifurqué vers la comédie où je me sentais beaucoup plus à l'aise. On parle souvent de cuvée en parlant des bons vins, mais les années 52-54, alors là au Conservatoire, c'était une cuvée extraordinaire de jeunes comédiens. Oui. Il y a eu, si vous voulez, ça arrive comme ça, toutes les décennies. Il y a eu après, il y avait eu avant la génération des gens comme Robert Hirsch, comme Jean Le Poulain, toute cette génération d'acteurs, Charon, oui, tout ça. Sûr. Et après, nous, il y a eu Belmondo, il y a eu Gianni Girardot, j'étais avec Claude Rich, j'étais avec Bruno Kremer, avec Rochefort au Conservatoire, avec plein d'acteurs. Une joyeuse bande, Oui, j'imagine. et puis après, vous voyez, il y a eu plein d'acteurs issus du café-théâtre des années après, et puis ça arrive comme ça par bloc, comme ça, par cuvée, comme vous avez dit très justement. La légende veut, enfin c'est peut-être pas une légende, que vous alliez même jouer dans les petits cafés aux environs de Paris ou en province, en Normandie, etc. Qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans? Ah, ça c'est Belmondo, lui. Lui, il jouait dans des cafés, effectivement. Il jouait des classiques dans des cafés. C'est Annie Girardot qui montait les spectacles. Elle était entrepreneur de tournée au Conservatoire. Mais moi, je jouais plutôt dans des petits théâtres de la Rive-Gauche, tout en étant au Conservatoire, j'ai joué Ionesco, j'ai joué Brecht, j'ai joué Audiberti, j'ai joué plein de ces auteurs d'avant-garde, dits d'avant-garde à l'époque, qui sont toujours d'avant-garde. Bien sûr. Et vous avez figuré naturellement à la Comédie Française, comme Halbardier, j'imagine. Oui, exactement, oui, aussi avec des petits rôles qu'on nous donnait. On appelait ça des stagiaires. On devait, quand on était élève du Conservatoire, 1 an à la Comédie Française. Alors, vous avez les utilités, on appelait ça. Mais alors, le plus étrange, c'est que, mis à part le cas de Belmondo, tous ces acteurs que vous avez cités, Rochefort, Kremer, Rich, vous-même, vous n'avez percé que 15 ans plus tard, au fond. Je parle dans les rôles principaux. Rich, au théâtre, a percé plus tôt, mais Rich est plus âgé que moi. Vous savez, au Conservatoire, il y a des fois des différences de 5 ans. Et 5 ans, c'est important pour des acteurs. Ou 4 ans, ou 3 ans. C'est-à-dire, il y en a qui sortent du conservatoire quand vous entrez. Donc, vous rentrez, vous avez 20 ans, 19, 20 ans. Il y a des garçons qui sortent, ils ont 23, 24 ans, 25 ans. Et ces garçons, évidemment, ont tout de suite joué des rôles assez importants au théâtre. Rich a été un acteur de théâtre. Il a joué très, très vite des pièces. Il a joué, par exemple, la pièce de Sagan, le Château en Suède, avec Noiret, tout ça. Et si vous voulez, moi, je suis arrivé un peu plus tard, mais en jouant des rôles, comment on peut appeler ça, des rôles cocasses, si vous voulez, au théâtre, des rôles de composition comique. Et plus vieux que votre âge. Beaucoup plus vieux, oui, à tel point que j'ai joué
au Théâtre Marigny, quand on était dans la compagnie Grenier-Husneau avec Jean Rochefort, Roger Carrel, Virlogeux, toute une bande, moi j'ai joué le père de Rochefort. Et Oui, Rochefort alors est plus vieux que moi. Mais on jouait tous les rôles. On jouait des vieux, Carrel. Moi, j'ai joué l'ambassadeur américain dans Romanov et Juliette. J'avais 25 ans. Oui. Carrel jouait l'ambassadeur russe. Il devait avoir 27, 28 ans. On se mettait du blanc sur les cheveux. Et alors pourquoi est-ce que vers les années 60, la nouvelle vague vous a laissé, si je puis dire, sur la grève? Je veux dire, vous n'avez pas été employé, ni Rochefort, ni vous, ni Noiret, par la nouvelle vague. Pas du tout, non. Et vous attribuez ça à quelle Ah, j'en sais rien du tout. Il y a le seul garçon qui était le metteur en scène de comédie de la Nouvelle Vague, puisque les premiers films de Broca, Philippe de Broca, sont sortis à peu près à ce moment-là, avec Cassel. Moi, j'ai travaillé avec de Broca, mais plus tard. Mais au moment de l'éclosion de la Nouvelle Vague, j'étais au théâtre, je jouais au théâtre, et on a été ignoré de tous ces metteurs en scène, aussi bien Truffaut, Godard, que tous ces gens-là. Ça vous a permis de prendre de la bouteille, justement, Oui, de prendre pour reprendre de la bouteille, la comme vous comparaison de tout à l'heure. Eh bien, en guise d'entracte, je vous propose une séquence où on va retrouver une vieille complice à vous, c'est-à-dire Annie Girardot. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler d'elle? C'est une séquence tirée, je vous le dis tout de suite, de Cause toujours, tu m'intéresses. Ah oui, oui. C'est un film de Molinaro. De Molinaro, c'est cela. Oui. Weber, dialogue. Avec Weber au dialogue et au scénario, d'ailleurs. Bah, vous savez, Annie, c'est ma plus vieille camarade de travail. Moi, j'ai connu Annie, j'étais pas encore au conservatoire. Et mais vous me dites, on a joué une scène de la Locandiera dans un cinéma. Il y avait des attractions encore dans les cinémas. Là. Et on a joué en attraction avec Annie une scène de la Locandiera dans un cinéma de banlieue. Ah ouais. C'est curieux, oui, ça. C'est la première fois que j'ai travaillé avec Annie. On avait 19-20 ans. Oui. Quoi. Et puis après, je l'ai un peu perdu de vue. C'est devenu une très très grosse vedette. Elle a tourné en Italie, elle a tourné tous ces grands films. Et on s'est retrouvés finalement assez tard dans Cours après moi que je t'attrape, le film de Pouret et Nicole de Buron. Et on s'était rencontrés par hasard, mais on ne s'était pas vus depuis près de 20 ans. Moi, on a même passé des vacances ensemble et on s'est retrouvés comme si on s'était quittés la veille. Ça fait toujours ça avec les amis d'enfance. Oui, c'est merveilleux d'ailleurs. Oui, oui, mais c'est une actrice que j'admire beaucoup, j'aime beaucoup. Et j'aime Alors là, beaucoup travailler avec on va rappeler le sujet car peut-être des gens n'ont pas vu le film à l'époque de sa sortie. Il s'agit donc d'un monsieur et d'une dame d'une quarantaine d'années chacun qui font connaissance par téléphone et se donnent rendez-vous sans se connaître. Et on a prévu que le monsieur aurait une cravate rouge au rendez-vous et naturellement, par timidité, vous l'enlevez en arrivant. Ce qui fait que la pauvre Annie, qui en plus s'est cassé le nez, cassé la jambe, ou je ne sais plus très bien, enfin en tout cas, elle est éclopée, elle est très malheureuse et on va voir ce que ça donne. Et en hommage toujours à vos premières années, vous n'avez pas de moustache dans ce rôle-là. Non, non, on l'avait coupé, oui. Monsieur. Pardon. Il a une cravate rouge? Pardon. Le type là-bas, sa cravate, elle est de quelle couleur? Bordeaux. Ah oui. Moi, je dirais Bordeaux. Et ça vous étonne pas? Hein? Je vous demande si la cravate de ce type est rouge et ça vous étonne pas? Eh bien... Vous avez pensé quoi? Que j'étais une pute ou une daltonienne? Donc, vers 1955, Jean-Pierre Mariel aborde au théâtre Ionesco, Diberti, Adamov, Ustinov. Et je voudrais vous demander si vous étiez influencé alors par les acteurs de la génération précédente que vous aviez tellement vus au cinéma. On a parlé tantôt des Jules Berry, des Michel Simon, etc. Il est évident que, on en parlait dernièrement avec Belmondo, il est évident que des gens comme Brasseur, des gens comme Jules Berry, Jouvet, Michel Simon, et des acteurs dont on a parlé ensemble hier soir, là, en dînant, des excentriques du cinéma, des gens comme Jean Tissier, Saturnin Favre, Carrette, Allerme, Delmont. Les comédiens de la démesure. Voilà. Nous ont tous beaucoup impressionnés. Et moi, il est évident que j'ai vu et revu quantité de films de Michel Simon. Vous avez joué avec lui au cinéma? Oui. Et avec Claude Brasseur et Michel Simon, oui. Et puis, comment elle s'appelle, la petite femme? Pierrot la tendresse, oui. Dany Saval. Dany Saval, voilà. Et on a... Sinon, on n'a pas été inspiré, mais on a été nourri, ce qui est différent. Et des fois, dans certains rôles, je m'arrange pour faire un petit hommage. Oui, on le verra d'ailleurs. Ça m'amuse.
Ça m'amuse parce que c'est vrai, ça a été complètement, ça a été toute notre jeunesse et toute notre formation. Parce qu'il y avait les cours du conservatoire, mais en fait, les vraies leçons qu'on a prises, c'est en allant au petit cinéma Champollion ou au Quartier Latin, voir tous les vieux films de Carnet, les films de Duvivier, films de Renoir. Évidemment. Et ça a été une grande leçon. Et la rue aussi, ça a été une grande leçon. Une différence quand même avec ces excentriques dont nous parlons, c'est que vous ne prolongez pas votre rôle dans la vie, comme eux le faisaient généralement. C'est vrai, oui. Berry en particulier, Brasseur aussi, oui. Non, moi je m'arrête. Quitter le studio ou quitter le théâtre, mes excentricités s'arrêtent là. Le commun dénominateur quand même aussi de tous ces comédiens dont nous venons de parler, c'est qu'ils faisaient au fond eux-mêmes leur mise en scène. Enfin, ça dépend. Je pense que quand Simon tournait avec Renoir, c'était une collaboration fantastique, une sorte de... C'était la même famille qui se rencontrait, c'était deux monstres. Oui, mais quand on a un metteur en scène secondaire... Il est évident que quand on tombe sur un metteur en scène secondaire ou qui n'est pas un vrai artiste, il est évident que des gens comme Rému, comme Jules Berry, comme tous ces gens, Fernandel et toute cette grande... Il est évident qu'ils tenaient un petit peu les rênes. Mais vous me rappeliez le mot que vous avez dit un jour à Tavernier, là, j'aimerais que vous le répétiez. Ah oui, mais nous étions tout à fait d'accord d'ailleurs. On parlait de directeur d'acteurs. On disait il y a des directeurs d'usine, il y a des directeurs du personnel, il y a des directeurs de cabinet. Mais être directeur d'acteur, ça ne veut rien dire, ça n'existe pas. Et la seule direction, on disait avec Tavernier, qu'on puisse donner à un acteur, en tout cas la meilleure, c'est de l'engager. Et à ce moment-là, et il Tavernier apporte... m'a dit, oui, c'est exact, oui. Parce que dès le moment où on engage un acteur, à moins d'engager parce qu'aussi débat, on peut très bien prendre des gens qui tournent pour la première fois, ou qui ne sont même pas des acteurs. On peut utiliser très bien. Il y a des cas de chefs-d'œuvre qui ont été faits comme ça. Mais dès le moment où on engage un acteur, on le sait pour quelle raison on l'engage, on sait pourquoi on l'engage. À moins de faire un contre-emploi complet et de lui faire jouer un rôle qu'il n'a pas l'habitude de jouer. D'importe quelle façon, moi je suis toujours prêt à écouter, et à collaborer, à discuter. Mais être directeur d'acteur, je crois que c'est pas un métier. On dit, même les acteurs l'emploient, ça me choque toujours. Ils me disent, tiens, c'est bien de travailler avec lui, c'est un bon directeur. Mais qu'est-ce que vous demandez alors à un metteur en scène comme ceux-là? De susciter, de provoquer l'inspiration, de tout d'un coup, de vous mettre en condition. Mais je pense que il faut garder l'imagination de l'acteur. Dès le moment où un metteur en scène explique à un acteur pendant des heures ce qu'est le personnage, et il demande à l'acteur de jouer dans ce sens. Il ne profite pas de l'imagination de l'acteur qui, lui, a été le premier spectateur du scénario, qui a lu le rôle, qui a rêvé autour du rôle, qui s'est imaginé des choses. Il faut le laisser s'affirmer, sinon on perd... La fraîcheur du personnage est évaporée. Et puis on peut apprendre des choses, on peut, étant écrivain ou metteur en scène, on peut découvrir des choses nouvelles qu'on n'avait même pas pensées quand on les écrivait. Moi je sais qu'avec plein de metteurs en scène, aussi bien que Seria ou avec Tavernier, il y a des moments où on avait pensé une scène comme ça, et quand on l'a tournée différemment, où on a changé des choses au dernier moment. Et moi-même, des fois, Seria me disait, tiens, tu devrais aller dans ce sens-là. Je me disais, mais oui, tiens, il m'éclaire, j'y avais pas pensé. Et je lui disais, mais si je faisais ça, il me dit, mais oui, c'est une très bonne idée. Donc il faut que ce soit une sorte de collaboration, mais si c'est une sorte de direction complètement stricte, sans aucune ouverture, ça veut rien dire. Et puis vous ajoutez des répliques. C'est de l'art, là, c'est de la dictature. Et vous arrive d'ajouter même des répliques. Oui, mais enfin quand c'est un bon auteur, on n'a pas à rajouter des répliques. Même des brrr, c'est inutile. Il y a quelques les mauvais qui ont fait ça. Jean-Pierre Myriel, nous arrivons à ce qui est, je crois, une de vos plus grandes créations au cinéma, c'est-à-dire le film de Tavernier, Que la fête commence. Alors là, le fameux marquis de Pontcallec, vous allez pouvoir donner toute votre mesure et même toute votre démesure. Ben ça, c'est mon meilleur souvenir au cinéma. C'était vraiment... D'abord, c'était un scénario magnifique, c'était un scénario d'Orange et Bost, qui étaient les deux grands scénaristes, que Tavernier a retrouvés. D'où un rapprochement avec l'avant-guerre, encore une fois. Longtemps après, et c'est un scénario splendide, et c'est grâce à Tavernier qu'en fait Orange et Bost sont revenus.
qui n'aurait jamais dû cesser d'être. Mais ça, c'est une chose aussi, la nouvelle vague avait un peu éteint tous ces des gens comme Spaak, comme Janson, comme tout ça, on les avait un petit peu oubliés. Et ça, c'est une des grandes qualités de Tavernier, c'est que c'est un homme curieux, intelligent, fouineur, et puis qui a un grand goût. Et quand il m'a donné ce scénario, j'étais absolument emballé. Et ce marquis a existé. Ah oui, 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 oui. C'était un Breton fou qui a voulu faire de la Bretagne une république. Donc au début du XVIIIe siècle, C'est ça. sous la Régence. Exactement. Et c'était une période tout à fait fascinante, la Régence, une période trouble, étrange, et le régent était un homme tout à fait exceptionnel, bien que roué, bien que... il était considéré comme une sorte de personnage libertin, un petit peu aussi, libertin. Oui, c'est ça. sûrement. Mais c'était un personnage très intelligent, tout à fait remarquable. Et ce marquis de Pontcallec haïssait le régent. Et c'est une espèce de guerre qui sont menées, lui se battant avec des moyens dérisoires en Bretagne pour faire de la Bretagne une province indépendante, tout au moins en dehors de la royauté. Et c'est un personnage fou, un peu don quichotesque. Et illuminé. Et c'était tout à fait formidable de jouer ce rôle. Et vous avez échappé d'ailleurs au danger qui était de le jouer comique. Oui, mais ça c'est une vieille loi. C'est-à-dire quand on joue un personnage qui est... On ne doit jamais... Jouer comique, c'est une perversion, en fait, du métier d'acteur. On ne peut pas, il ne faut pas jouer comme... Il faut toujours jouer la situation. Et on ne faut jamais jouer aussi sérieusement que quand on joue une situation comique. Dès le moment où on prend de la distance, où on la parodie, ce n'est généralement plus très très drôle. Et le personnage de Pontcallec est comique par moments, mais il est attendrissant, il est bouleversant, c'est une sorte de personnage un peu dérisoire, mais grandiose, qui se bat et qui choisit toujours les causes perdues. C'est toujours des personnages assez envoûtants, et pour un acteur, c'est formidable de jouer ce genre de rôle. Et ce qui donnait d'ailleurs une grande liberté d'allure à votre jeu, c'est que ça a été tourné avec une caméra mobile. Voilà, c'est Glenn qui était le chef opérateur, qui faisait la lumière et le cadre. Et ça, c'était très très intéressant parce qu'on faisait des grands plans séquences et il y avait pour ainsi dire jamais de gros plans, on était presque toujours en pied. Parce qu'on en avait parlé longuement avec Tavernier, je lui avais dit c'est un personnage, je ne peux pas le jouer immobile, c'est un personnage toujours en mouvement, il remue sans arrêt. Il m'a dit très bien, mais je crois que tu as raison, alors on va te prendre en... Je ne sais plus comment on appelle en combat, 75, je ne sais quoi, donc tu seras toujours comme ça et tu bouges comme tu veux. Et la caméra suit. Et la caméra suit. Voilà. Ce qui a donné une sorte de liberté à un film historique qui sont souvent un peu empesés, qui sont souvent un peu coincés. Et là, on avait le sentiment par moments que c'était une sorte de reportage qui nous était passé à travers les siècles et qui nous arrivait. Oui, le naturel était vraiment préservé. Oui, ça c'est important dans les films historiques. Il y a eu ça dans un magnifique film de Morosellini, c'était le Louis XIV. Ah bah voilà, oui, la prise du pouvoir, sûrement. Et quel a été l'accueil des Bretons devant le film? Car au fond, c'est un personnage qui aurait pu choquer. Ah non, mais c'est un héros pour Pontcallec. Non, ça n'a pas choqué parce que justement, il avait une grandeur formidable dans le film. Il avait le personnage, je ne veux pas dire que c'est moi qui ai apporté de la grandeur au personnage, le personnage lui-même était... On ne peut pas apporter de la grandeur à un personnage qui n'en a pas. Lui en avait, il avait une sorte d'allure fantastique. Et puis, je crois que les amoureux des causes perdues, les gens qui se donnent, ont toujours, si vous voulez, quelque chose de sympathique et de bouleversant. Eh bien, que la fête commence. Quoi, vous êtes seul, mon cousin? Où sont vos 50 paysans? Ils ont préféré rester chez eux. Ils ont dit que c'était une garde noble. Bah tant pis, nous passerons d'eux. Quant à monsieur de Montesquieu, il a pris médecine ce matin, il a renoncé à son voyage. Décidément, le destin m'en veut. Bon, Louis, je vais te dicter une autre lettre pour le régent. Monseigneur, il faut que les Parisiens soient bien lâches pour qu'il ne se trouve personne qui ait le courage de vous assassiner. Quand vous partez tout seul, vous livrez à vos débauches et à vos orgies. Voilà, je n'enverrai que la seconde. Sonneur, arrête ta cloche. Ce sera pour une autre fois. Allez! Regroupez-vous en bon ordre, vous autres! Et pas de pillage!
C'est très beau, c'est à la fois la démesure et l'émotion mêlée, je dis. Vous savez que ça a été tourné en Bretagne, sur les lieux mêmes. Et tous les gens que vous avez vus, le sonneur, tous les gens sont des paysans bretons. Ah oui. Ce sont des gens du pays qui ont tourné avec nous. Quand on vit pendant 40 jours avec un personnage comme celui-là, est-ce qu'on en est affecté, je dis? Oui. Oui, certainement, oui. Votre comportement avait changé à ce moment-là? Non, non, mais j'étais... Je me souviens, on rentrait à l'hôtel, je n'avais pas envie de sortir, je restais... C'est ça. Quand ce sont des rôles comme ça vous poursuit, oui. Ça vous poursuit. Moi, ça m'a poursuivi, complètement. Mais dans la vie, au fond, vous êtes plutôt un père tranquille, disons, pour simplifier les choses, pas du tout aussi démesuré et aussi fou que vos personnages. Vous êtes quelqu'un qui donne l'impression d'un être raisonnable, équilibré, pas du tout excentrique. Mais il faut se méfier. Ah bon, Les peut-être. pères tranquilles. non, mais enfin, ça n'a rien à voir. Non. Mais Donc, enfin, n'importe quelle façon, ma vie et mon travail, mais ça ne se mêle pas tellement, c'est autre chose. Mais j'aime bien ces personnages-là. C'est une façon de voyager, si vous voulez. Sûrement. De fuir aussi. Sans vouloir empiéter sur le territoire de votre vie privée, qui est sacrée, est-ce que vous avez, par exemple, une vie mondaine? Est-ce que vous sortez beaucoup? Non. Et c'est par goût? Non, c'est parce que... Oui, sûrement. Mais enfin, c'est pas un choix, hein. C'est parce que c'est comme ça. Ça m'embête. Et quelle est votre occupation préférée en dehors de votre métier? Traîner. Observer. Oui, traîner. J'aime bien traîner. J'aime bien voyager et traîner dans les villes. J'adore ça. Traîner. Traîner comme ça. Nous voilà assez loin de vos personnages, nous allons y revenir, avec notamment un de vos grands succès également, c'est-à-dire le représentant des Galettes de Pont-Aven, qui est un film pour lequel vous vous êtes beaucoup battu. Ah, personne n'en voulait, oui. Personne n'en voulait, d'abord parce que Seria était inconnu, il avait fait 2 films, il avait fait un film, je l'avais fait avec lui, ce qui était Charlie et ses 2 nénettes. Ça m'avait bien plu, c'était personnel, il y avait un bon dialogue. Un marchand de cathédrale. Ouais, c'est ça, il vendait la cathédrale de Chartres sur les... En pain d'épices d'ailleurs. C'est ça, forain. Et puis, on a sympathisé, on a parlé, puis il m'a dit qu'il était en train d'écrire quelque chose et qu'il pensait qu'on le ferait ensemble. Et puis un jour, il m'a donné les Galettes de Pont-Aven. J'ai été très séduit par ce scénario, mais c'était impossible, Seria n'était pas connu. Moi, monter un film comme ça sur un homme, c'est-à-dire sans couple. Généralement, on monte des films avec des couples, ouais, tout seul, comme ça. Et personne n'en voulait, à tel point que j'ai dû faire des lectures du scénario à des producteurs. Des auditions. Oui. Alors, je leur lisais le scénario. Et puis, à la fin, on n'y arrivait pas. Et c'est grâce à mon vieil ami Belmondo qui l'a lu et qui a dit à l'UGC, c'est formidable. Ils ne l'ont même pas lu. Ils ont financé le film. Vous voyez, de confiance. Et ça s'est fait comme ça, avec plusieurs producteurs. Et puis, le film a très, très bien marché. C'est un personnage baroque, mais inspiré directement de Gauguin. C'est exact, oui, parce qu'on a voulu dire que c'était... Ben, on peut en parler de ça. Oui, on a bien dit que c'était sûrement. un film osé, pornographique. Ça, Oui. c'est absolument... On a eu des problèmes quand il est passé à la télé belge. Voilà, ça c'est une vision excessivement raccourcie, courte et sans aucun fondement, à mon avis. Ça n'a rien de paillard. Non, pas du tout. Non. On a parlé d'un film paillard, je ne pense pas du tout, et d'un film grivois. C'est la grivoiserie n'a absolument aucune place dans ce film. Sinon que, par moments, ce personnage qui, justement, est complètement replié sur lui-même, a des explosions. Il a été enfermé pendant 20 ans et brusquement, il se trouve libéré et il se lance complètement à corps perdu dans la vie, comme il se lancerait dans la mort, comme dans une sorte de suicide. Et quand, au départ, Seria a écrit son scénario, il s'est inspiré de la vie de Gauguin qui vivait en famille, tout ça, et qui un jour a foutu le camp. Pour faire de la peinture. Voilà, c'est ça. Et cet homme... a fait la même chose, si vous voulez. Il est parti, puis il a fait de la peinture, il lui est arrivé diverses péripéties, et puis voilà. Oui, c'est un rêve qu'on a souvent de recommencer sa vie à zéro, bien sûr. C'était ça le sujet du film, en fait. Et en plus, c'était un personnage assez... On a dit que c'était un personnage truculent, mais pas du tout. C'est le contraire d'un personnage truculent. C'était au contraire un personnage très introverti, qui brusquement, mis devant des situations qu'il n'avait jamais connues, s'est complètement libéré. Mais au départ, c'était en aucun cas un personnage truculent. Se défonçait, comme on dit maintenant. Eh bien, on va voir une des grandes séquences du film où vous allez séduire la pulpeuse Andrea Ferréol.
Depuis le début du dîner, j'ai une idée qui me trotte dans la tête. Mais j'hésite un peu à vous demander ça. Bah, dites. Oh, c'est une idée à laquelle je rêve depuis toujours. Qu'est-ce que c'est? J'aimerais poser pour vous un jour, monsieur Henry. Ah bon, et comment ça? Nu ou en déshabillé, comme vous voudrez. Oh, j'ai toujours rêvé d'être mannequin. Ça doit être formidable de présenter des modèles. Oui, moi, c'est très joli tout ça. N'est-ce pas? Elle se tient bien, la petite Madame Nicois. Je pense bien. Ne bougez pas, là. Non, restez dans la position, là. Je suis intimidée. Je suis sous l'œil du maître. Pas très esthétique, tout ça. Baissez un peu votre culotte. Comme ça? Encore un peu. Tournez-vous un peu vers moi. Monsieur Henry, je n'en peux plus. Je suis dans un état. Il faut que je me calme. Oh, monsieur Henry. Qu'est-ce qui va pas, ma petite fille? Hein? Monsieur Henry. Monsieur Henry. Non. Mais vous êtes fou. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes... Oh, monsieur Henry. Oui, la prudence nous commandait d'en rester là. Oui, coupez. Mais finalement, on est là chez Rabelais, on n'est pas du tout dans le porno. Bah, pas du tout, en aucun cas. Non. Aujourd'hui, vous avez davantage le choix des rôles. Quels sont vos critères d'emballement pour un scénario? Vous savez, il y a des périodes de mode où tous les scénarios se ressemblent. Toutes les comédies sont un peu bâties sur le même canevas. Oui. Canevas. Ou quand ce sont des films policiers, c'est toujours un petit peu la mode. Je cherche en ce moment de trouver quelque chose justement qui ne serait pas du tout à la mode, ce qui serait peut-être justement à la mode au moins. C'est ça qu'il faut trouver en fait. C'est pas d'être dans la mode, ni d'être avant la mode, il faut essayer d'être... Alors j'essaye de lire des choses et de trouver que ce soit sincère, mais que ce soit un petit peu original. Alors là, en ce moment, j'ai des projets qui sont intéressants. J'ai un projet avec un garçon qui s'appelle Claude Dana, un film qu'on doit faire avec Anouk Aimé, où c'est un sujet très... On tournerait en 8-10 jours, après avoir répété, comme au théâtre. Oui, et après avoir filmé en vidéo, pour que, après la vidéo, sans se donner, si vous voulez, le metteur en scène fasse son découpage et règle ses lumières, ce qui fait qu'on n'attendrait plus ces heures d'attente sur un plateau, voilà, oui. et on tournerait presque, vous voyez... Dans la fraîcheur. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, le film coûterait beaucoup moins cher, donc serait plus facilement exploitable. C'est une bonne idée. Et comme c'est en décor unique, dans deux loges d'acteurs, c'est tout à fait possible. Évidemment, on ne peut pas envisager ça si on tourne un film de corsaire ou le jour le plus long. Ou le jour le plus long, pas possible. Mais là, dans ce genre de film, c'est possible. Eh bien, après 56 films, si j'ai bien compté, peut-être que j'ai laissé de côté dans les premières années, vous avez eu l'occasion de côtoyer beaucoup de producteurs. Alors, est-ce que c'est de l'un d'eux que vous vous êtes inspiré pour le monsieur Morlock de « On aura tout vu » ? Non, mais par contre, je me suis inspiré, et vous l'avez senti, vous m'en avez parlé un peu, je me suis inspiré d'acteurs. J'ai pensé, justement, dans ce rôle, j'ai pensé à la fois un peu à Jules Berry, j'ai pensé un peu à Pierre Brasseur, j'ai pensé que ces acteurs-là auraient joué ce rôle-là, de cette façon-là. Et puis, ça m'a amusé de le jouer avec cette espèce de facon, un peu comme Berry jouait avec ses manchettes, un petit peu. C'est un producteur de films pornographiques. Oui, donc, moi, je n'en connais pas, il n'y a pas d'exemple, je ne les connais pas. J'en avais pas tourné. J'en ai pas tourné, et je ne connais pas de producteur de films pornographiques. Mais enfin, on peut rêver, et on s'est imaginé qu'il allait être un petit peu comme ça. Et le côté arnaqueur, baratineur. Voilà, c'est ça. Alors là, quand on joue ces personnages-là, on pense toujours un peu à Jules Berry. C'est comme quand Belmondo, vous l'avez pu remarquer dans certains films, il imite d'ailleurs dans un de ses derniers films, Michel Simon, toute une scène. Et très souvent, quand il joue un peu de la manchette, Belmondo, il y a un vieux Jules Berry qui pointe son nez derrière. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une influence Oui, il y a eu une influence certaine. Oui, c'est certain. Jean-Pierre Marielle, le temps passe très vite avec vous, on ne peut pas tout évoquer malheureusement. Qu'est-ce que vous pensez de votre travail au terme de ce petit échantillonnage ? On n'apprend pas tellement
en se voyant. Puis on ne peut plus rectifier ce qu'on n'aime pas. Non, ou alors, oui. Ou alors des C'est pas fois, comme au là, théâtre. ça c'est terrible, parce que des fois on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Alors, je le referais bien et tout ça. Il y a des moments là où que je me disais, tiens, ça c'est curieux, je ne pensais pas que j'avais fait ça comme ça. Dans le fond, j'aurais peut-être mieux fait. Oui, mais alors, c'est pour ça qu'il vaut mieux pas les voir, sinon on est paralysé quand on en refait un autre. Mais justement, au théâtre, là, on peut rectifier, et vous faites souvent du théâtre, même en étant devenu une vedette de Non, cinéma. beaucoup de théâtre, oui. Enfin, moins, mais oui. Et pourquoi? C'est pour vous ressourcer Oui, au peut-être. contact du public. Oui, et puis parce que c'est mon travail, quoi. Je suis aussi bien acteur de théâtre que... Alors si, par exemple, demain, j'ai une pièce de théâtre qui m'emballe, vraiment, j'ai envie de la jouer. Je suis un petit peu... Le théâtre, c'est très, très, très dur, hein, parce que quand ça ne marche pas, c'est terrible. Et quand ça marche très, très bien, c'est terrible aussi, parce qu'à ce moment-là, vous jouez 2 ans pour pouvoir rembourser tout l'argent qui a été dépensé, pour permettre à plein de gens... et pour vous aussi, parce que dès le moment où vous faites du théâtre, vous faites moins de cinéma. Mais alors là, j'ai moins envie de rester 2 ans à jouer une pièce. Ça m'est arrivé 2-3 fois dans ma vie, et ça, c'est un tout petit peu dur. On s'use peut-être un petit peu aussi. Il faut renouveler un peu les choses. Un mot aussi sur la télévision, où vos admirateurs vont être comblés. Vous venez de faire un film de 8 heures, vous m'avez dit. Oui, avec Dino Risi en Italie, oui, qui va sortir, je pense, en D'ici Belgique et en quelques France semaines, en oui. même temps, hein, au mois de février, au mois de mars. On va le synchroniser la semaine prochaine. C'est un grand film de 8 heures qui va passer en 8 films de 8 épisodes d'1 heure. C'est la vie d'une famille italienne depuis la guerre, depuis la libération jusqu'aux années 70. C'est-à-dire que je vais jouer un personnage, et Virna Lisi aussi, tous les deux, et Clio Goldschmidt qui joue dans le film aussi. Clio Goldschmidt va partir de l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 35 ans, et moi je vais partir de 45 ans à 65 ans. C'est la saga d'une famille. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Eh bien, je suis sûr qu'après vous avoir découvert au cours de cet entretien, les téléspectateurs auront d'autant plus de plaisir à vous retrouver sur le petit écran d'ici quelques semaines. Oui. Je voudrais naturellement vous remercier de la gentillesse avec laquelle vous avez accepté cet entretien. Non, c'est moi qui vous remercie. Et en tout cas, un dernier mot encore, est-ce qu'on peut vous souhaiter quelque chose? Ah bah oui, de travailler encore le plus longtemps possible. Moi, tout au moins de trouver des... Parce que travailler pour travailler, ça ne veut rien dire. Et de trouver des... Donc on vous souhaite de des bons œuvres scénarios, voilà. et de grands metteurs en scène. Et Eh bien, de grands partenaires. c'est parfait. Je vous remercie.